Bienvenue. Et ceux qui ne le savaient pas, je vous invite tous à venir assister à cette conférence, ce témoignage de Martin Petit, ex-militaire des Forces armées canadiennes et aussi auteur de l'ouvrage Quand les cons sont braves, qui, hélas, on n'a pas d'exemplaire parce qu'on les a tous vendus à midi. Martin Petit a traversé ce qu'on pourrait appeler les belles guerres de l'armée canadienne. Vous savez, ces guerres dont on est tous fiers, celle des casques bleus. Et pourtant, il a traversé ces guerres-là comme une dure épreuve, et c'est le témoignage qui va nous faire bientôt. Cette conférence-là, on l'a organisée premièrement à midi, au Cégep Sainte-Foy, parce que une expérience, un témoignage dans l'armée canadienne, ça nous questionne beaucoup sur la question du recrutement, du fait qu'il y a beaucoup de jeunes hommes, jeunes femmes, qui s'en vont de l'armée par goût d'aventure, sans pour autant savoir dans quoi ils s'embarquent. Or, avec un témoignage comme celui de Martin, ça nous donne une très bonne idée. Et vous verrez bien. Le comité de mobilisation de Cégep de Sainte-Foy a d'ailleurs fait une action assez spectaculaire l'année passée contre la présence de kiosques de l'armée canadienne qui fait du recrutement sur beaucoup de campus. Et il faut souligner que dans énormément de cégeps, l'armée canadienne n'a plus de place. Mais c'est une lutte de tous les instants. Et ça vaut la peine quand même de rallumer cette lutte-là avec des témoignages. Sinon, la conférence est aussi présentée par la coalition Guerre à la guerre, du beau t-shirt que vous voyez ici. Et Guerre à la guerre a organisé deux belles manifestations, le 3 juillet de cette année et le 22 juin de l'année passée, la dernière sous une pluie torride, mais ça a quand même très bien été. On ne présage pas forcément, par contre, des liens, des finalités que Martin Guerre à la guerre peut avoir avec Guerre à la guerre. Il faut quand même différencier les deux points de vue, mais ça ne nous empêche pas de présenter cette conférence. Donc, je vais laisser ici Martin. Bonsoir. Avant de commencer, j'aimerais vous dire de ne pas interrompre vos bières durant que je parle. Ça ne me dérange pas de vous buvez. Pas tout. C'est essentiel. Puis peut-être une autre petite précision ici. J'ai été un soldat, j'ai jamais été général, j'ai été caporal. Qu'est-ce que c'est qu'un caporal? C'est le gars qui s'aligne en avant, c'est le gars qui se salit les mains, c'est le gars qui tombe, c'est le gars qui est dedans. Moi, mon aventure avec l'armée, ça a commencé vers la fin des années 80. Le mur de Berlin venait de s'écraser. Les méchants communistes avec deux S n'existaient plus. Et puis, moi, j'ai dit, j'avais toujours eu le goût de voyage, puis d'aventure, puis d'action, puis tout. Puis à l'époque, j'avais un bon travail. J'étais magasinier chez Bell Canada. Je rentrais des bébelles sur l'ordinateur, 40 heures semaine. Syndiqué, la grosse affaire. Mais je me voyais encore dans 20 ans, dans 25 ans, dans 30 ans, assis en avant du même maudit ordinateur, la bedaine ses genoux, puis ça me tentait pas pantoute. Fait que dans mon coin de pays, au Saguenay à l'époque, il n'y avait rien qu'une entreprise en ville qui pouvait me fournir ce que moi je semblais vouloir rechercher. C'était le centre de recrutement des Forces armées canadiennes. Fait que je suis allé les voir. J'ai passé quelques tests débiles, du genre chien, chienne, chiot, minou, lequel ne fait pas partie de la même famille. Et puis, au bout de ça, on m'a dit, oui, on a peut-être un job pour toi, t'sais. Et puis, j'ai passé quelques autres tests, et puis est venu le moment décisif, je dirais. Le 19 janvier 89, j'ai prononcé ces paroles. Je, sous-signé Joseph-Gilles Martin Petit, jure d'être fidèle et de porter sincère allégeance à Élisabeth II, la reine du Canada, à ses successeurs et à ses héritiers, ainsi que Dieu me soit en aide. Tu sais, tu repenses aujourd'hui, sacrément, qu'est-ce que je fais ça là, tu sais? Et puis, c'est ça, 10 jours plus tard, j'arrivais à la base militaire de Saint-Jean-sur-Richelieu pour ce qu'on appelle un camp de recrues. La première soirée, on était 60 jeunes hommes et femmes entre 17 et 25 ans, je dirais, on était 60, ils nous ont cordés dans une salle, puis ils ont demandé qui, parmi nous, avait déjà fréquenté le cégep et l'université. Il y a 4 d'entre nous, dont moi, qui ont levé la main, et ont ri de nous autres. Pourquoi? Parce que l'éducation est méprisée par les militaires. Ensuite, est venu les épreuves, les semaines et les semaines, les cours différents,
l'apprentissage du maniement des armes et des choses comme ça. Puis au bout de 10 semaines, ils te mettent une belle petite calotte sur la tête, c'est beau, t'as gradué, va faire ton métier. Moi, j'étais fantassin. Fantassin, c'est quoi ça? C'est le gars qui repère et qui détruit l'ennemi, peu importe la condition climatique et le terrain. Un soldat. Et puis, j'ai commencé un cours de métier. Ils appelaient ça métier. Ils ne sont pas forts en sémantique. Ça a duré 4 mois. Les champs de tir, le combat sans armes, où on apprend à égorger quelqu'un avec dévouement. Et puis, au terme de ça, on rentre dans un bataillon d'infanterie. Un bataillon, c'est environ 750 personnes. J'ai fait quelques mois à Valcartier pour ensuite me retrouver en Allemagne. L'Allemagne, c'était bien, tu sais, faisait beau, faisait chaud. L'hiver dure 2 semaines. Et puis, on était bien là, tu sais, tranquille, peinard. Puis à un moment donné, on a entendu dire que l'Irak avait envahi le Koweït. Tu sais, que c'est sûr que ça me fasse, je suis stationné en Allemagne, ça ne m'implique pas. Wrong. Erreur. Ça m'implique. Ils ont pris notre compagnie. Une compagnie, c'est environ 120 gars, 120, 150 gars. Et puis, ils ont dit, vous êtes volontaires. C'est ça la nuance. Quand l'armée dit qu'on part juste avec des volontaires, ça ne marche pas tout à fait de même. Nous autres, ils nous ont dit, toi, puis toi, puis toi, puis la gang d'à côté, vous êtes volontaires. Puis vous partez là-bas. Donc, on est descendu vers un petit pays qui s'appelle le Qatar. On travaillait dans une ville qui s'appelle Doha. Et puis, on s'est préparé, on a fait des sacs de sable, on a monté le camp. Et puis, c'était la routine, plus ou moins, avec 2-3 petites alertes de temps en temps pour justement casser la routine. Et puis, le 19 janvier, dans la nuit, à 2h15 du matin, la guerre a éclaté. On a eu tout de suite, immédiatement, une alerte. Le gars dans le micro, on va vous le dire en anglais, a dit « Take cover, take cover. This one is not a drill. This one is not a drill. Take cover. This is not an exercise. This one is for real. » Ça veut dire que les Irakiens nous envoyaient des missiles Scud. C'était ça le stress là-bas, c'était les missiles Scud. Moi, ma job là-bas, bien simple, c'était de surveiller des avions. Pour pas que personne... Oui, monsieur. Excuse-moi, les missiles Scud, c'est une alerte chimique qui est tombée de la... Oui, exactement. Exactement, oui. Il y avait du chimique, du bactériologique, puis du gaz nerveux. Pendant qu'on parle des gaz nerveux, là-bas, à la guerre du Golfe, ils nous ont donné des médicaments appelés pyrostigmate de bromure, qui est pour contrôler les agents nerveux. Comment ça se fait que nous autres, on a eu le droit de tester ça? C'est parce qu'avant, on l'avait testé sur des animaux, mais il ne l'avait jamais testé sur des êtres humains. Donc, on avait un petit carton comme ça, d'environ 21 pilules à 30 mg qu'on prenait 3 fois par jour. 3 fois par jour, dans les haut-parleurs du camp, on entendait « PV Tablet Time ». C'était l'heure des pilules de pyrostigmate. Donc, on a servi de rat de laboratoire. Parce que ce médicament-là n'a jamais été commercialisé par après, n'a jamais été vendu à des gens qui, comme vous, ne sont pas dans un contexte militariste. Ça a été beaucoup de stress là-bas, je vais vous dire honnêtement, mais ça s'est terminé quand même assez vite. Peut-être une petite note comme ça, hors sujet. J'entends des gens qui parlent d'accommodement raisonnable au Québec, quand il y a des populations non québécoises, non francophones, non québécoises de souche qui viennent ici. Au Qatar, il n'y en avait pas d'accommodement raisonnable. Il fait 30 degrés, tu mets tes jeans, tu fermes ta gueule. Tu n'as pas là de prendre les mosquées en photo, tu n'as pas là de boire de l'alcool, puis encore moins de reluquer le cul de leur femme. C'est comme ça que ça se passe. La guerre a été finie. Je suis revenu chez moi. Je prenais un café dans un centre d'achat avec une amie. Puis à un moment donné, il y a une alarme qui a retenti. Moi, le soldat, je me suis levé debout puis je cherchais un masque à gaz à terre. C'était une alarme pour le test de feu du centre d'achat. Je me suis senti bien bête, mais c'était ma première expérience de reviviscence que je venais de vivre. Entre-temps, c'était bien tranquille pendant, je dirais, peut-être 1 an. Et puis, à un moment donné, il y a eu une guerre civile en Yougoslavie, puis encore une fois, on se disait, bof, on est loin de ça. On ne sera sûrement pas impliqué là-dedans. Deuxième erreur. Le commandant de mon unité est arrivé à un moment donné dans un théâtre où on était accordé toutes les 700. Les 700
québécois, francophone, membre du Royal 22e Régiment. Il est arrivé sur la place avec un béret bleu sur la tête. On savait ce qu'on s'en allait. On s'en allait en Yougoslavie. On a pris les trains au mois d'avril 1992 avec nos véhicules. On est descendu là-bas. On a travaillé en section. Une section, c'est une petite sous-unité de 10 hommes. Il ne se fait pas plus petit que ça là, quand tu travailles au niveau du travail d'équipe. On a monté des sacs de sable autour de maisons, on les a fortifiés. On a fait des barrages routiers afin de contrôler l'afflux des armes en Croatie. Et puis, à un moment donné, changement de mission, les gars partaient à Sarajevo. Sarajevo, je ne sais pas si vous le savez, mais à l'époque, c'était pas Gaétan Boucher qui patinait pour ramasser des médailles. C'était fini ce temps-là. Là. La ville était un épouvantable merdier, un bordel sans nom, où il y avait des gens qui étaient crevés sur le long du chemin. D'ailleurs, quand je suis arrivé là-bas en véhicule blindé, j'ai cru remarquer sur la base d'une bâtisse au mur blanc qui est inscrit en bombe aérosol « Welcome to hell », bienvenue en enfer. Il avait raison. On s'est installé sur la piste d'atterrissage afin de contrôler l'entrée des denrées alimentaires qui arrivaient par voie aérienne, un pont aérien, comme on appelle dans le jargon. Et puis, c'était bizarre. Sarajevo, c'était franchement bizarre. Non seulement, tu sais, les corps jonchaient les rues, mais personne ne les ramassait. Ils étaient là en exposition odorante. Je ne sais pas si vous savez, mais la mort, quand elle vous rentre dans le nez, ça va direct au cerveau. Et vous ne l'oubliez pas. Vous ne l'oubliez pas jamais. Le soir de ma position, moi, j'avais un appareil de vision thermale. C'est pas comme amplifié par la lumière, par la lune, les étoiles, c'est plutôt par la chaleur des corps. Je voyais sur un flanc de montagne les positions bosniaques en train de se faire marteler par l'artillerie ennemie serbe. C'est comme à la TV, si tu veux, là, mais sauf qu'il y a des gens qui meurent, mais pour vrai. Fait on a fait ce qu'on avait à faire là, pas mal. C'est-à-dire regarder le train passer. Mettons que vous, madame, avec le chapeau, vous êtes un vaillant soldat des Nations Unies, mais que moi, je suis un belligérant. Je vais vers toi avec une arme à la taille, tu ne peux rien faire à part me regarder. Je prends mon arme, je la sors, à ce moment-là, tu as le droit de prendre la tienne. Je mets une balle dans mon arme, tu as le droit de faire la même chose. Je te mire, tu me mires, je te tire, tu es morte. Mais à ce moment-là, tu as le droit de répliquer au feu. Ils appellent ça l'article 6 des règles d'engagement des Nations Unies. Aussi stupide que ça peut se paraître, c'est comme ça que ça se passe. On a eu un paquet de petits incidents bizarres à Sarajevo, mais quand ils nous ont dit que les soldats français nous relevaient, on ne s'est pas ostiné longtemps, on a pris nos clics, nos claques, puis on a sacré le camp de là. Les autres ont vécu la même chose que vous autres. Oui. La même merde, oui. Et puis, on s'est retiré. La mission a fini par prendre fin. Et puis, moi, à l'époque, j'étais jeune, j'étais naïf. Je voulais aider le genre humain, tu sais, dans l'armée, comme ça fait du bon sens. Et puis, je me suis porté volontaire pour partir à une mission en Somalie, en Afrique. Ils m'ont dit, correct, petit, tu y vas. Je me suis réveillé en Afrique, 40 degrés dehors. Une barre de chocolat, là, il fait tellement chaud qu'à fond, ça vous donne du Nutella. Ça vous donne ça une idée, ça n'a pas de maudit bon sens. Comment est-ce qu'il faisait chaud dans ce pays-là? On est atterri à Mogadiscio, la capitale du pays. Des fois, je vois des jeunes qui se promènent avec des côtes en cuir avec un gros A dans le dos pour un anarchiste, là. Moi, je lui dis, hey, bonhomme, c'est de l'anarchie que tu veux. Billet, aller simple pour Mogadiscio, tu vas en avoir autant que tu veux. Il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de service public, il n'y a plus de monnaie, il n'y a plus rien qui tient debout. C'est un pays, encore aujourd'hui, il n'y a aucun gouvernement en Somalie. Il n'y a rien qui gouverne rien. C'est l'anarchie totale et c'est le chaos.
Ah, ils sont chauds, les spots. Ils sont vraiment chauds, les spots. Fait que là, on est arrivé là-bas, puis on a commencé notre travail. On a monté des camps, on a monté nos tentes. Notre job, c'était de sécuriser la distribution d'aide alimentaire aux Somaliens qui pouvaient en avoir de besoin. OK, ici, il n'arrête pas de nous parler de la malbouffe, de l'obésité, blablabla. Là-bas, c'est le contraire, OK? Là-bas, tu ne crèves pas d'obésité, tu crèves de faim. J'ai vu des gens égorger des chameaux à coups de machette, à ramasser des quartiers de viande, ça de gros, puis à garocher ça dans des brouettes pleines de rouille. Ça, c'est ton low blouse. Ça, c'est le low blouse somalien. Puis, on a fait notre job comme ça pendant un bout. Puis dès qu'on est arrivé, il y avait quelque chose qui ne marchait pas là-dedans parce que les règles d'engagement, ce que je vous parlais tantôt avec la demoiselle, les règles d'engagement, les règles selon lesquelles tu as le droit de te servir de ton arme, ont changé 3 fois en une semaine. C'est beaucoup. T'es mêlé. Il y a un gars armé qui se promène sur le camp. J'ai-tu le doigt de tirer dessus? Je le maîtrise, je botte le cul. Qu'est-ce que je fais? On ne savait plus quoi faire. Et puis, à un moment donné, pour renchérir, il y a un de nos boss qui nous a dit « Le premier qui descend un Somalien a du champagne gratuit. » Ça fait quasiment comme dans le bon vieux temps, dans le western, le Dead or Alive, là. C'est carrément ça. C'est une mise à prix qu'ils ont faite. Puis non seulement ils ont fait ça, mais il y a un major d'une sous-unité qui a dit à ses hommes qu'ils avaient le droit d'abuser des prisonniers. Ça, on appelle ça une chasse aux nègres. Pas que je suis raciste, je vous le dis tout de suite, je ne le suis pas du tout. Mais c'était ça, c'était une chasse aux nègres. Fait qu'à un moment donné, il y a des gars qui sont sortis de leur camp, ils ont pris un jeune Somalien de 16 ans qui s'appelait Shidan Aaron. Ils l'ont rentré dans le camp, ils l'ont ligoté, les mains comme ça en arrière. Ils l'ont battu à coups de poing, à coups de pied, à coups de barre de fer, ils ont écrasé des cigarettes dessus. Tant et si bien qu'ils l'ont tué. Le lendemain, ils ont pris le groupe, ils l'ont mis à l'écart. Le responsable du groupe a été mis de côté dans une petite prison faite de sacs de sable. Et puis, la job de le surveiller, c'était nous autres qui devaient le faire. T'sais. Moi, un soir, j'avais mon chiffre de 4 à 6. J'embarque, relax. Pas grand-chose à faire. Chacun gars une fois l'heure, c'est tout. T'sais. Fait qu'à 5 heures, je rentre sans mon arme, évidemment, dans la prison pour aller voir ce qui se passait avec. Il s'était pendu. Il s'était pendu avec les lacets de son uniforme ici qui passaient à la taille pour tenir une belle taille cintrée. Et puis, moi, je l'ai pris comme à 2 mains. J'ai sorti mon couteau, j'ai coupé la corde. Je suis sorti de là. J'ai crié en anglais, « S'il vous plaît, quelqu'un, envoyez-nous de l'aide. » Il vient de se pendre. Le premier qui est arrivé sur les lieux, c'est un journaliste, avec sa caméra. Lui, il devait trouver que c'était de bon goût de filmer un gars à moitié mort à terre, encore avec le cordon autour du cou. Je me suis objecté à ce qu'il rentre dans le périmètre. Je ne suis pas un gars violent. J'ai donné une bonne poussée dans le chest, puis pendant qu'il était à terre, j'ai continué à faire un coup de pied dedans. Tu ne rentres pas ici, toi. Tu ne rentres pas ici. Il y avait un soldat qui travaillait avec le gars qui s'était pendu, qui s'appelait Kyle Brown. Kyle a payé pour les largesses des officiers qui ont dit, entre autres, la bouteille de champagne. Peut-être qu'il pensait à une bouteille de champagne de lui. T'sais. Mais Kyle, il a fait chose comme 5 ans de prison. Ici, non, lui, il a fait ça dans son coin au Canada anglais. Là. Et puis, c'est bien plate, mais l'autre qui l'a tué s'appelait Clayton Matchie. Ben, Matchie, sa maudite face, ça, je la revois tous les jours. C'est ça, une reviviscence. Après ça, on s'est replié vers Mogadiscio, la capitale, pour laver notre équipement puis sacrer notre camp de là. Ils ont demandé encore une fois des volontaires pour demeurer un mois de plus. Jeune et naïf, j'ai acquiescé, j'ai fait un pas par en avant. J'étais tellement à bout à la fin, ça se peut pas. Il y a un soir, les Américains ont bombardé le centre-ville de Mogadiscio. Il y en a-tu qui ont vu Black Hawk Down, le film de guerre américain, là? Si vous vous demandez pourquoi les Somaliens haïssaient tant que ça les Américains, je vais vous dire pourquoi ils haïssaient tant que ça. Je pense que c'est le 3-4 juin. Ils ont versé un feu d'artillerie d'enfer sur le centre-ville de Mogadiscio. Moi, de mon poste, je voyais les gens mourir en direct. C'est pas drôle. Pas en tout. C'est pas caméra témoin. Là,
ça se passe pour vrai. Là. Et puis le lendemain, quand je suis descendu de mon poste, le lendemain matin, j'ai bloqué. J'ai eu un blocage. Pendant 2 semaines, les 2 dernières semaines que j'ai passées là-bas sur le terrain, je me rappelle absolument plus de rien. J'ai aucun souvenir de ce qui a pu passer. Moi, la dernière image que j'ai de cette période-là, c'est que j'étais assis sur le bord de mon lit, puis que je craquais. Puis j'ai craqué mal sale. Additionner tous les stress de la guerre du Golfe, de la Croatie et de la Somalie, je pense que j'avais atteint ma limite, moi. On est retourné chez nous. On a fait un peu de garnison. Et puis après ça, il y a eu des choses qui sont produites avec le Régiment aéroporté du Canada, les parachutistes, mon unité, qui ont fait que les politiciens ont décidé de la fermer, l'unité. Et puis, ils ont demandé s'il y avait des volontaires pour partir en mission en Krajina, qui était une zone fantoche, occupée par les Serbes de Croatie et de Bosnie. Un pas par en avant encore une fois. Pourquoi pas? Je suis soldat, c'est ça que je fais de mieux à l'époque. On repart. Encore une fois, rendu sur place. Les Croates font en avance et tuent tout ce qui bouge devant eux. Je me rappelle, les gars passaient en avant de nous autres. Là. Moi, j'étais dans mon véhicule avec mon arme et tout. T'sais. Le seul mot qu'ils nous disaient, les seuls mots qu'ils nous disaient pour nous don't fucking shoot. Tirez pas. Si vous tirez, vous êtes fait. Fait, mais tu peux pas savoir comment. Nous autres, on a de l'artillerie. Toi, tu n'en as pas. David contre Goliath. Mais Goliath, l'artillerie, ce fois-là. Puis toi, tu as un tire-poids. Fait que, ouais, ça laissé passer. Ensuite, ils nous ont demandé d'aller dans un camp de réfugiés serbes, à Knin, en Croatie, encore une fois. Écoutez, ça faisait tellement pitié de voir. Il n'y avait pas d'hommes de nos âges. Il n'y avait pas leur fils jusqu'à 15 et 16 ans. On savait ce qu'il était. Il était au front, ou ben non, il était mort. Fait qu'il restait les petits vieux, les bonnes femmes, les madames, puis leurs enfants. Il n'y avait vraiment pas grand-chose pour vivre. La nuit, moi, mes chums, on allait dans les cuisines tchécoslovaques, on leur volait du stock pour leur donner, tu sais, genre de Robin Hood, là, Robin des Bois. Là. Et puis, c'est ça, on a fait ça pendant un mois de temps, puis est venu l'ordre qu'on devait lâcher notre position, qu'on devait être rapatrié au Québec. On ne voulait pas personne. Même les pères de famille qui ont des femmes, qui ont des enfants, disaient « Moi, je veux qu'on reste ici. » Puis on n'a pas eu le choix de partir, c'est un ordre. Quand est venue la journée du départ, qu'on a été remplacés par des Slovaques, on était assis dans le camion comme ça, les mains d'en face, pour cacher qu'on pleurait parce qu'on ne voulait pas s'en aller, on voulait rester là. Si on avait fait une bonne job, puis on était bien. Tu sais, c'est pas grand-chose, Chris, mais c'était humain ce qu'on faisait, tu sais. On les aidait. Puis je m'étais mis de chum avec une petite fille là-bas. La petite fille, elle s'appelait Branislava. Moi, je l'appelais Brana. Puis là-bas, moi, je portais la barbe à l'époque, fait que les autres m'appelaient Barba. Fait que la petite Branislava, à un moment donné, tu sais, elle est sur le bord des barbelés, tu sais, du bord d'où est-ce qu'ils sont. Puis elle me fait bye-bye, puis elle dit mon nom, tu sais, Barba, puis elle me fait signe de même. Hey, moi, je craque, là, OK? Je sors du truck, j'ai des lunettes à 5 piastres de poste à gaz de John Lennon que je vais y mettre d'en face. Ça, c'est mon cadeau pour toi, la petite. C'est quoi ton adresse? C'est quoi ton nom complet? Tu vas me dire que c'est que tu vas à Noël. Elle m'a donné ses coordonnées postales. En tout cas, une autre histoire, toujours est-il, que le Noël d'après, elle voulait des jeans et des running shoes. Fait qu'on a sorti de là, puis on s'est en allé prendre l'avion pour nous ramener au Canada. Fait que personnellement, pour moi, de 1990 à 1995, sur une période de 5 ans, j'avais passé 2 ans de ma vie en zone d'opération. C'est beaucoup. Et tous mes souvenirs se bousculaient en même temps dans ma tête. J'en ai perdu la raison. Je prenais de l'alcool pour soulager mon mal. Je fumais du pot du soir au matin. C'est des plombs, chose de propre. Là. Puis,
J'étais poqué pas mal. Fait qu'à un moment donné, j'ai comme perdu le contrôle de ma santé mentale un peu, je pense. Les militaires voulaient me soigner. Moi, je voulais pas qu'ils me soignent. Fuck you, Callis. Vous m'avez donné des pilules à la guerre du Golfe. Oh, puis ils nous ont donné des drôles de pilules au sens Somalie, tu sais. Fait que vous me touchez plus. Fait qu'ils m'ont dit, on va te transférer dans un hôpital en ville. Et moi, je viens pas de la grande région de Québec. Moi, quand ils m'ont dit Robert Gifford, je dis correct, j'y vais. Fait que j'arrive à Robert Gifford, comme un cave. Puis quand la porte, tu sais, là, c'est comme fermé une arrêt de moi, là, ben, elle n'a pas ouverte avant 80 jours. Je capote un petit peu. J'avais des voisins qui avaient les tempes rasées pour les électrochocs. Il y en a d'autres qui avaient les poignets pansés pour ce que vous savez. Ça a été 40 jours en enfer. Ma famille me visitait toutes les semaines. Ma famille ne vient pas de Québec. À toutes les semaines, je pleure puis j'ai honte. Je ne sais pas ce que je fais là. Tu sais, la fierté pour un soldat, c'est quelque chose. Mais là, je suis passé le stade de ça. Là, tu sais. J'ai réussi à m'en remettre. Ils m'ont donné des médicaments. J'étais gelé comme un zombie. J'ai été de même pendant 8 mois. Quand je suis sorti de là, mes chums au travail qui me connaissaient comme un gars dynamique ne me reconnaissaient plus. Martin, ce qui se passe avec toi, tu sais. Puis après 8 mois, j'ai arrêté ça, puis j'ai recommencé à prendre du mieux. Et puis, le travail a recommencé. Jusqu'à temps que quelques années plus tard, j'arrive en 2002, puis ils me disent « Tu vas en Bosnie ». Mais en Bosnie, c'était encore la marde. Et la marde n'était pas du côté extérieur du barbelé. La marde était de notre bord. Oui. J'ai pas compris tantôt, parce que ça avait l'air d'avoir été une expérience quand tu étais allé en Croatie. Mais quand tu étais allé en Croatie puis qu'ils disaient Don't shoot us, c'est qui disait ça? C'est les Croates ou les Serbes? Don't fucking shoot, c'était les Croates. Les Croates, ils disaient ça. Oui, les Croates, excusez, j'ai peut-être pas été précis. Les Croates avançaient sur la zone contrôlée par des Serbes, la Krajina. Puis une fois qu'ils ont terminé l'avance, la Krajina a tombé à terre, vu qu'il n'y avait plus de Serbes pour l'habiter. Ouais. La Krajina fait maintenant, aujourd'hui, partie de la Croatie. Mais tu étais en mission de paix ou de quoi? Là? Mission de paix. En mission de paix pour que ouais. les Croates arrêtent de buter les Serbes? Oui. Les Croates disaient Don't shoot us? Oui. Quand ils passaient devant nous autres avec le gun pendant qu'ils zigouillaient. C'est ça. Okay. Règle 6 des engagés. Vous étiez dans la mission de paix, mais vous ne pouvez pas les shooter. Règle 6. Mais eux autres, ils allaient buter du Serbe après. Oui. Là, tu t'es fait chummer avec des Croates? Pas de chummer. Non, mais la petite fille. Ah, mon Dieu, ça, je pense. Elle était serbe, la petite. Elle était serbe, la petite. Mais quand tu disais que tu volais de la bouffe, tu volais de la bouffe aux Croates pour en donner aux Non, aux Tchécoslovaques. C'est les Tchécoslovaques qui. Les Tchèques et les Slovaques géraient. J'ai pas été clair, hein? Non, mais oui, non, les Tchèques et les Slovaques géraient les cuisines pour tous les soldats du camp. Puis nous autres, on rampait la nuit pour aller voler de la bouffe aux Tchèques et aux Slovaques pour les donner aux personnes qui étaient dans le camp de réfugiés. Dans le camp de réfugiés, c'est... Oui. Il va y avoir une période de questions à la fin. Fait que... La prochaine mission, t'étais pas en paix. T'étais-tu en mission de paix, là? Oui, en 2002, oui. Merci. Je suis parti à ma première mission en 90, j'avais 21 ans. Je suis sorti de ma dernière mission en 2002, j'en avais 34. Et puis, finalement, c'est ça, la mission s'est terminée en Bosnie, mais ça n'avait tellement pas de bon sens. Nous autres, on les appelait les REMF. Ceux qui contrôlaient la mission sur le camp, on les appelait les REMF. REMF, c'est un Rear Echelon Motherfucker. Fait tous les gars qui se cachaient derrière nous autres en 92, ils étaient sur la première ligne, c'est en 2002. Hey, on vient d'aider le monde. Va donc chier, tu sais. C'était épouvantable. J'ai tellement été content de partir de là. Quand je suis rentré chez nous, ma blonde m'attendait au 2e étage, les bras ouverts. Puis moi, une espèce de troglodyte désabusé, tu sais. Je pognais mes valises, puis je les sacrais dans le fond de la pièce parce que j'étais plus capable. J'étais plus capable. Pendant une semaine, et là, c'est elle qui a pris sur elle de partir toutes les discussions. Moi, j'étais dans mon coin, je rugeais mon break, tu sais, puis je capotais. Je répondais oui puis non à ces questions, point final. Après une semaine, on est allé du bord de la belle-mère, dans Belle Famille.
Ma blonde avait une sœur de 10 ans qui, elle, était inquiète. Tu sais, un enfant de 10 ans. Elle était inquiète que j'aille à la guerre et que je meure. Fait qu'elle s'est précipitée sur moi, m'a pris à la taille. Elle a dit, Martin, s'il y a une autre guerre, tu vas-tu y aller? Oui. C'est là que ça m'a fessé comme une tonne de briques. J'ai dit, non, ma belle, moi, je ne vois plus, c'est terminé. C'est fini, je ne vais plus là, jamais. Ça prend un enfant de 10 ans de me faire comprendre. Fait que la journée où je devais me présenter à l'unité, avec mon kit, mon uniforme et toutes mes babelles, non, moi, je me présente à l'hôpital pour avoir de l'aide. Je n'ai plus jamais remis un uniforme militaire à cette date. Je suis sorti de l'armée. On parle sortir de l'armée, c'est dans le jargon, là, mais en tout cas, c'est pas français. C'est pas vraiment français. J'ai quitté l'armée le 1er septembre 2003 et le 4 de septembre 2003, j'entrais à l'université. 2 mondes, 2 mesures. Moi, j'étais sûr que quand je rentrais à l'université, là, OK, je passais entre le mur et la peinture. J'étais sûr que j'avais le mot stress post-traumatique décrit d'en face. Et finalement, je croyais que les gens qui fréquentaient l'université étaient tous des membres du club Mensa. Les 140 de quotient et plus, là. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Fait que j'ai essayé de faire ma petite affaire à l'université de même. Puis à un moment donné, j'étais chez nous, puis j'avais tout ça en dedans. Ce que je vous dis à soir, là, je l'avais tout ça en dedans, puis ça m'étouffait par en dedans. Tu sais, le gars qui est le même dans l'eau, qui essaie de prendre son air, mais qui peut pas parce qu'il n'y a rien que de l'eau, là. Ben, je me suis mis à écrire. Puis j'ai écrit, puis j'ai écrit, puis j'ai écrit, puis j'ai écrit. Puis à un moment donné, je regardais ça, je pense que j'ai de quoi, là, tu sais. Je l'ai envoyé à des maisons d'édition, j'ai été publié, je suis bien content. Ça a bien été. Ça m'a fait énormément de bien de sortir ça de mon système. Puis à soir, moi, vous jasez, je considère que c'est une maudite belle opportunité. Parce que si jamais vous, ou un de vos neveux, vos nièces, votre frère, votre soeur dit « Hey, je pense que je vais rentrer dans l'armée », citez-moi un exemple, afin qu'ils ne se scrapent pas leur vie. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Bonne soirée.